parle de la... Ouais, elle a dit qu'elle le fera. Parce que du coup, comme c'est avec ce soir, oui, mais elle a responsabilité. Je ferai un deuxième la tentative. Non, bah, sur l'élément latin, ça serait dans l'infraction. Ah oui, j'y retourne. Ben non, l'infraction. À tout à l'heure. Bisous. Bien. On y retourne. Dernière question. Allez-y. La tentative, tout à l'heure, on avait dit qu'on y reviendrait pour voir où est-ce Oui. qu'on mettait dans l'arborescence, là. En fait, on fait une arborescence à part pour tentative complicité. Ah, on le met à... Ok. Je vous expliquerai, je vais peut-être pas le faire maintenant, parce que là, le cas pratique, c'est un peu pénible, non? Hein? Intéressant. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va terminer avec le cas pratique. Du coup, je vous fais tentative et complicité dans la foulée. Hein, puis comme ça, vous serez opérationnel et on commencera les sujets demain. On se voit demain ou après-demain, nous, c'est ça? Les deux, demain et après-demain. Bon. Alors, c'est bon pour ce schéma-là, général? Ouais? Alors, déjà une première remarque, on va commencer par le cas pratique sur la tentative. Une première remarque sur la tentative. Déjà, le problème de la tentative, c'est pas mal de l'introduire par le défaut de consommation de l'infraction finale. Hein. C'est-à-dire que concrètement, avant d'aborder directement la question de la tentative, vous allez constater en 2 lignes, hein, on ne déroule pas tout pour en arriver là, hein, mais vous allez me constater en 2 lignes que le résultat de l'infraction qui aurait dû survenir en réalité n'est pas survenu, d'accord, et que c'est pour cette raison qu'on se penche sur l'analyse de la tentative. Alors, tentative, comment ça fonctionne? La tentative, en fait, elle fonctionne à peu près de la même façon que ce qu'on a vu là. D'abord, il nous faut, pour qu'il y ait tentative, un élément légal. D'abord, pour la tentative, il faut un élément légal. L'élément légal de la tentative, il est triple. D'abord, première composante, c'est l'article 121-5 du Code pénal. Article 121-5 du Code pénal qui définit d'une façon générale la tentative. Hein. Vous savez, c'est cette disposition qui vous dit que la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été interrompue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Vous voyez, définition générale de la tentative, c'est pas la peine de la restituer, contentez-vous de viser 121-5 qui définit de façon générale la tentative. Bien. Deuxième composante de l'élément légal de la tentative, c'est l'article 121-4, deuxièmement. 121-4, deuxièmement du Code pénal, qui pose 3 règles. Qui vient vous dire d'abord que la tentative de tous les crimes est incriminée. Qui vient vous dire d'abord que la tentative de tous les crimes est incriminée. Donc si vous avez affaire à un crime, il faut le mentionner à ce niveau-là. L'infraction concernée est un crime, or, selon l'article 121-4, deuxièmement, la tentative de tous les crimes est incriminée, par conséquent, la tentative est ici incriminée. D'accord? Deuxième règle que pose l'article 121-4, deuxièmement, la tentative des contraventions n'est jamais incriminée. Donc si on a affaire à une contravention, on s'arrête tout de suite. Hein, on ne va pas chercher la tentative. On a autre chose à faire que de pédaler sur un truc qui n'existe pas suivant la loi. D'accord? Et enfin, troisième règle, la tentative des délits n'est incriminée que sur prévision spéciale du législateur en ce sens. La tentative des délits n'est incriminée que sur prévision spéciale du législateur en ce sens. Ce qui signifie donc que pour aller chercher la tentative d'un délit, il faut aller trouver le texte
qui incrimine spécialement la tentative pour le délit concerné. Il faut aller chercher le texte qui incrimine spécialement la tentative pour le délit concerné. Méfiez-vous bien, les délits pour lesquels la tentative est incriminée sont rares. Pour la plupart des délits, la tentative n'est pas incriminée. Donc, troisième composante, c'est si on a affaire à un délit, on va chercher le texte spécial qui incrimine la tentative pour le délit donné. Ça va jusque-là? Alors, méfiez-vous, il y a des infractions pour lesquelles la tentative n'est tout simplement pas concevable. Hein. C'est notamment le cas de tout ce qu'on appelle les infractions de résultat. Vous savez ce que c'est, hein, les infractions de résultat, c'est une catégorie particulière d'infractions matérielles qui se définissent par le résultat qu'elles ont produit. C'est l'exemple des violences, hein, qui se définissent par le résultat qui s'est effectivement produit. Eh bien, les violences, qu'elles soient de nature délictuelle ou criminelle d'ailleurs, les violences, c'est typiquement l'infraction dont la tentative ne peut jamais être incriminée. Comment voulez-vous, par exemple, tenter des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner? Il y en a que ça ne gêne pas dans les copies. Hein. Tiens, je vais rechercher la tentative de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors là, d'emblée, on sait qu'on a affaire à un gros mongolien. Hein. Attention à ce genre de choses. Pour les infractions de résultat, jamais de tentative. Jamais de tentative. Est-ce que ça veut dire, du coup, qu'est-ce qu'on fait, à votre avis, de celui qui essaye de frapper autrui, mais qui n'y parvient pas? On va le chercher sur quel fondement? On essaye de frapper, mais on n'y arrive pas. Infraction impossible, bah voyons. C'est où ça? Non mais je serais assez curieuse de savoir où l'infraction impossible est-elle incriminée dans le code pénal. Oui, donc c'est quelle qualification ça? C'est? Voilà, dans ce cas-là, on a une qualification pour pallier l'absence d'incrimination de la tentative. On a une qualification pénale qui est là pour pallier l'absence d'incrimination de la tentative en matière de violence. C'est la qualification de violence légère. Puisqu'aucun résultat ne s'est produit, on ne peut pas partir sur le terrain des violences initiales, d'accord? En revanche, on peut partir sur le terrain des violences légères, pour lesquelles la jurisprudence vient nous dire que le simple choc émotif éprouvé par la victime suffit à caractériser le résultat requis au titre des violences légères. Hein, donc on a une qualification de secours, mais surtout jamais, au grand jamais, n'allez parler de tentative de violence, c'est une ineptie. Ok? Donc on va chercher le texte spécial et il y a des infractions pour lesquelles c'est pas la peine de le chercher longtemps. Hein. Vous avez compris ça. Hein. Ensuite, il nous faut, pour qu'il y ait tentative, il nous faut ensuite un élément matériel. À côté de l'élément légal, il nous faut un élément matériel. L'élément matériel de la tentative, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est le commencement d'exécution. Le commencement d'exécution. Le commencement d'exécution, qu'est-ce que c'est? Bien, commencement d'exécution, c'est pas cette espèce de nébuleuse, hein, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais qu'est-ce donc que le commencement d'exécution? C'est défini, hein, une définition, celle qui est donnée par l'arrêt Lacour du 25 octobre 62. Le commencement d'exécution, c'est l'acte devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution. On la connaît, cette définition, ça fait partie des fondamentaux. Les mots ont un sens, conséquence directe et immédiate, ça veut donc dire que, en aucun cas, le commencement d'exécution ne doit être confondu avec les actes préparatoires. Hein? Faites attention, les actes préparatoires ne sont pas punissables au titre de la tentative. D'accord? Il faut pouvoir démontrer un commencement d'exécution, c'est-à-dire un comportement dont la conséquence directe et immédiate est la production du résultat de l'infraction. Donc le commencement d'exécution, on ne va pas le chercher trop haut hein, sur l'iter criminis. Hein. Sinon ça s'appelle un contresens.
Ok? Donc, commencement d'exécution, attention à ne pas confondre avec les actes préparatoires. Si toutefois, on se rend compte à ce niveau-là qu'on n'est pas suffisamment avancé sur l'iter criminis pour qu'il y ait un commencement d'exécution. Si toutefois on se rend compte que les conditions de l'arrêt à la cour ne sont pas réunies, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, très bien. Hein, si toutefois on se rend compte qu'il n'y a que des actes préparatoires, on va pouvoir s'engager sur le terrain de l'infraction obstacle. On va regarder si toutefois il y a une infraction obstacle qui vient saisir mes actes préparatoires à titre autonome. Alors des infractions obstacles aujourd'hui il y en a tellement que d'une façon générale, que ce soit par l'association de malfaiteurs, le délit de participation à une bande dangereuse, l'embuscade ou que sais-je encore, on va toujours en trouver une qui va pouvoir venir appréhender les faits concernés. Est-ce que du coup, il faut quand même faire tout ce cheminement logique pour montrer que c'est pas possible de faire la tentative et donc on part sur... Absolument, il faut quand même, alors après ça, il faut le faire aussi intuitivement au regard de l'énoncé. Vous voyez, si vous voyez que la tentative était concevable à l'origine, c'est qu'on vous attend sur l'exclusion de la tentative et l'enchaînement sur l'infraction obstacle. Maintenant, si on vous met face à des éléments qui sont manifestement des actes préparatoires, c'est pas la peine de vous engager sur la tentative. Ensuite, il nous faut un élément moral. L'élément moral de la tentative, qu'est-ce que c'est? Voilà. L'élément moral de la tentative, il est double. Élément moral de la tentative, il est double. D'abord, c'est l'intention requise au titre de l'infraction consommée. Par exemple, si on va chercher la responsabilité pénale sur le terrain d'une tentative de meurtre, il va falloir démontrer le tort spécial à ce niveau-là, l'intention de tuer, d'accord? Donc on va chercher l'intention requise au titre de l'infraction consommée et par ailleurs, deuxième composante de l'élément moral de la tentative, il faut démontrer un désistement involontaire. Désistement involontaire. D'accord? Si la personne s'est volontairement désistée de son action, il n'y a pas tentative. Ça va? Donc vous allez chercher la première puis la seconde de ces composantes. Au titre de la répression, c'est très simple. L'infraction tentée est punie comme l'infraction consommée. L'infraction tentée est punie comme l'infraction consommée. D'accord? Donc la peine encourue est la même que si l'infraction avait été consommée. Si toutefois vous constatez que vous êtes confronté à l'hypothèse infraction impossible ou infraction manquée, vous savez que la jurisprudence, notamment depuis l'arrêt Perdereau du 16 janvier 86, assimile ces infractions impossibles à des tentatives. D'accord? Dans ce cas-là, au niveau de la répression, contentez-vous de constater que, bien évidemment, les éléments constitutifs de la tentative sont présents et le commencement d'exécution et le désistement involontaire, mais que, de surcroît, vous reconnaissez dans les faits qui vous sont soumis l'hypothèse de l'infraction impossible, laquelle est assimilée de manière constante à la tentative, et vous citez l'arrêt Perdereau. D'accord ? Ça va ? Sur tout ça ? Ouais. Bien. Bon, complicité, on fera une autre fois. Demain ou après-demain, moi là, le cas pratique jusque-là. On est encore, bah oui, parce qu'on est quand même en train de faire des trucs un peu gnangnan, quoi. Bon, allez, on commence avec la jurisprudence en droit pénal. Ça nous changera, on va réfléchir un petit peu. Allez, la jurisprudence en droit pénal. Sur un sujet comme ça, la jurisprudence en droit pénal. Sur un sujet comme ça, la problématique, on va partir ici de la trame rôle mineur de la jurisprudence en droit pénal parce que l'égalité formelle. Oui, mais attention, de plus en plus rôle majeur de la jurisprudence en droit pénal puisque passage à une légalité matérielle. Ça va ? Donc on y va. Premier temps de la problématique,
sur un sujet comme la jurisprudence en droit pénal, premier temps de la problématique, expliquez-nous que de prime abord, la jurisprudence joue un rôle mineur en droit pénal. Pourquoi rôle mineur de la jurisprudence en droit pénal? Parce que l'égalité formelle. Hein, la loi est la source exclusive du droit pénal. Hein, vous restituez la définition de la légalité formelle, sa valeur juridique, son histoire. Expliquez-nous pourquoi on a institué la légalité formelle, notamment pour mettre un terme, je vous le rappelle, à l'arbitraire judiciaire de l'ancien droit. Ça va? Et de tout cela, vous déduisez le constat suivant lequel, de prime abord, la jurisprudence n'a pas de rôle à jouer quant à l'élaboration de la norme pénale. Hein, elle a un simple rôle d'application. Toutefois, deuxième temps de la problématique. Essor de l'influence jurisprudentielle sur la matière pénale. Essor de l'influence jurisprudentielle sur le droit pénal. D'abord, pourquoi cet essor? Essor car déclin de la légalité formelle. Essor car déclin de la légalité formelle. Expliquez ce déclin de la légalité formelle par les critiques venues du subjectivisme pénal. Je vous les refais pas, hein, on a noté tout ça hier. Ensuite, pourquoi cet essor? Du rôle de la jurisprudence. Quelles sont les manifestations de cet essor du rôle de la jurisprudence? Là, vous allez sélectionner plusieurs manifestations. Alors, vous pouvez citer le principe de l'individualisation de la peine par le juge. Vous pouvez citer les interprétations audacieuses dégagées par les juridictions répressives. Citez également le contrôle de conventionnalité, qui permet aux juridictions répressives nationales de contrôler la conformité d'une loi aux exigences des traités internationaux, dont la CEDH fait partie. Et surtout, citez depuis Assemblée plénière 15 avril 2011, l'autorité absolue de choses jugées à valeur supralégislative, désormais attachée aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça va? Ainsi, on voit bien que c'est désormais la loi qui se trouve placée sous l'emprise du juge. De telle sorte que, troisième temps de la problématique, s'interroger sur le rôle aujourd'hui tenu par la jurisprudence en droit pénal conduit immanquablement, in fine, à questionner l'émergence d'un gouvernement des juges. Ça va? Sur cette onde problématique? Sur le plan 1, 2, qu'est-ce qu'on fait ici?
On reprend les deux temps de la problématique. Hein. Effectivement, ici, on peut le faire parce qu'on a quand même une résistance active de la légalité à cet essor jurisprudentiel. Hein. On va partir sur un grand 1, l'influence traditionnellement limitée de la jurisprudence en droit pénal. Grand 1, l'influence traditionnellement limitée de la jurisprudence en droit pénal. Grand 2, l'influence nouvellement avérée de la jurisprudence en droit pénal. Une influence traditionnellement limitée, une influence nouvellement avérée. Sur le grand 1, l'influence traditionnellement limitée de la jurisprudence en droit pénal. A, B, je fais quoi? Sur l'influence limitée, en droit européen, il n'y aura rien. Influence limitée, je peux faire quoi en A, B à votre avis? Influence limitée du fait du législateur, influence limitée du fait du juge. Ça impliquerait de l'autolimitation finalement. L'autolimitation, ça va être difficile à distinguer entre les deux. Vous aurez du mal à répartir de manière franche vos éléments de réponse sur A et B, sur ce sujet-là ici. Concrètement, et gardez ça en tête pour d'autres sujets, dites-vous bien une chose, c'est que sur aucune notion, sur aucun sujet, on ne passe immédiatement du « il n'y a pas d'influence » au « il y a plein d'influence ». D'accord? On ne passe jamais du pas d'influence au plein d'influence. Il y a toujours des paliers. Dans l'influence limitée, il y a des degrés de limitation. À certains égards, on va nier toute influence à la jurisprudence, et à d'autres égards, on va lui concéder une part d'influence, mais la garder sous contrôle législatif. Ce sont deux choses différentes. De la même façon que sur l'influence avérée de la jurisprudence en droit pénal, eh bien, là aussi, il y aura des paliers. Il y a dans certains égards une influence qui s'exerce en dehors de tout contrôle et que donc on subit. Et puis après ça, il y a une influence que l'on commence à rechercher en développant notamment une conception matérielle de la légalité et donc que l'on recherche. Vous voyez, ça va nous faire 1A, l'influence niée, 1B, l'influence contrôlée, 2A, l'influence subie, 2B, l'influence recherchée. Ça va? Et on essaye de faire un dégradé d'influence entre une influence limitée et une influence avérée. Ok? Donc 1A, l'influence niée. Alors quelles sont les grandes marques de la négation de l'influence de la jurisprudence en droit pénal? C'est d'abord, petit 1, l'interdiction de tout rôle créateur au juge pénal. Petit 1, l'interdiction de tout rôle créateur au juge pénal. Donc ici, on repart de la légalité formelle. On repart de la légalité formelle. Faites-vous un premier point où vous allez évoquer l'absence de tout rôle créateur s'agissant des incriminations. Premier point où vous évoquez l'absence de rôle créateur de la jurisprudence s'agissant des incriminations. Et deuxième point où vous allez nous expliquer l'interdiction de tout rôle créateur s'agissant des peines. Je vous renvoie à votre poly là-dessus, ça doit être la page 1 du poly de droit pénal général. Donc je pense que vous retrouverez assez facilement. Deuxième marque de l'influence niée, petit 2. Petit 2, deuxième marque de l'influence niée, ça sera la soumission de la jurisprudence à l'interprétation stricte. Petit 2, la soumission de la jurisprudence à l'interprétation stricte. Ici, dans la soumission de la jurisprudence à l'interprétation stricte, 2 points. Premier point que vous allez consacrer au principe de l'interprétation stricte. Donc ici, commencez par le définir. Qu'est-ce qui signifie le principe de l'interprétation stricte? On le définit assez simplement. La loi, uniquement la loi, mais toute la loi. La loi, uniquement la loi, mais toute la loi, c'est donc la soumission pleine et entière du juge à la loi. Soumission pleine et entière du juge à la loi. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place le principe de l'interprétation stricte? Pourquoi est-ce qu'un jour on dit, attention, la loi pénale est d'interprétation stricte?
Qu'est-ce qu'on veut prohiber? Voilà, ce qu'on veut prohiber, c'est le raisonnement par analogie. Ce qu'on souhaite prohiber, c'est le raisonnement par analogie. C'est donc l'initiative du juge. Hein, ce que l'on veut prohiber, c'est le raisonnement par analogie du juge et donc toute initiative de sa part. Hein, vous pouvez citer le grand classique Affaire de la séquestrée de Poitiers pour nous démontrer ça. D'accord ? Donc, interprétation stricte, on soumet entièrement et pleinement le juge à la loi. Deuxième point, dans ce petit 2, actualité du principe d'interprétation stricte. C'est pas un principe de grimoire, hein, l'interprétation stricte. Il existe, il est vigoureux en droit positif. Principe qui existe, qui est vigoureux en droit positif. Et cette vigueur de l'interprétation stricte de la loi pénale, elle nous a été récemment démontrée à travers la fameuse affaire de l'homicide involontaire du fœtus. Donc là, allez prendre appui sur Assemblée plénière 29 juin 2001, qui, au nom de l'interprétation stricte de la loi pénale, refuse d'étendre l'incrimination d'homicide involontaire à l'hypothèse de la mort d'un enfant à naître. Hein, pourquoi? Parce que l'article 221-6 incrimine le fait de provoquer la mort d'autrui. Or, nous dit la Cour de cassation et l'Assemblée plénière, ici, l'enfant à naître, interprétation stricte de la loi pénale, ne peut être assimilé à autrui. D'accord? Hein, donc, posture d'Assemblée plénière qui applique dans une affaire à la fois polémique et récente le principe de l'interprétation stricte pour aboutir à une solution qui est pointée du droit par une doctrine assez majoritaire et assez virulente, et malgré tout, la Cour de cassation trinque un bon et dit « fuck, moi, interprétation stricte, s'il y a un truc à faire, c'est le législateur qui le fait, c'est pas moi, parce qu'interprétation stricte de la loi pénale. Hein, moi, juge, je suis soumis à la loi, je fais ce que la loi me dit. » Ça va? Tout ça, ça nous démontre qu'on nie finalement toute influence à la jurisprudence en droit pénal. Mais dans d'autres cas, on ne va pas nier l'influence de la jurisprudence, on va lui concéder une part d'influence, mais cette part d'influence, on va la garder sous contrôle législatif. Mais cette part d'influence, on va la garder sous contrôle législatif. C'est le grand B, l'influence contrôlée. Grand B, l'influence contrôlée. Alors, il y a deux moyens pour le législateur de contrôler l'influence concédée à la jurisprudence. Deux moyens pour le législateur de contrôler l'influence concédée à la jurisprudence. Le premier moyen, ça sera le petit 1, la soumission de l'influence à la délégation législative. L'influence soumise à délégation législative. Petit 1, l'influence soumise à délégation législative. Et le petit 2, ensuite, je vous le redirai après, ce sera l'influence soumise non pas à délégation, mais à consécration législative. Premièrement, l'influence soumise à délégation législative. Ici, expliquez-nous qu'il arrive que le législateur délègue, au juge une part de ses prérogatives. Simplement, le propre de la délégation, qu'est-ce que c'est? Le propre de la délégation, c'est tout de même que les pouvoirs qui sont délégués restent en possession de leur titulaire originel. Qui a donc la possibilité, et d'une part de dicter les modalités de la délégation, et d'autre part, de confisquer cette délégation si toutefois le délégué ne remplit pas les exigences.
Et là, c'est l'exemple, bien évidemment, du principe de l'individualisation de la peine par le juge. Attention, si l'article 132-24 du Code pénal, si l'article 132-24 du Code pénal confère au juge le pouvoir d'individualiser la peine, si l'article 132-24 du Code pénal confère au juge le pouvoir d'individualiser la peine, cette individualisation ne peut s'opérer que dans les limites et suivant les modalités fixées par la loi. Hein, c'est pas un blanc-seing au juge, vas-y, fais-toi plaisir, hein, ok? C'est, ok, tu peux individualiser la peine, mais alors tu peux l'individualiser comme ça, tu peux prononcer telle et telle peine alternative, tu es tenu par tel maxima, etc. Ça va? Hein? Donc le juge n'est libre d'individualiser la peine que dans les limites et suivant les modalités prévues par le législateur. Par ailleurs, force est de constater que ce que le législateur concède au juge, il peut le lui reprendre. Et là, prenez appui sur la loi du 10 août 2007, qui, pour limiter le pouvoir d'individualisation de la peine par le juge en matière de récidive, a mis en place des peines planchers. L'OPSI 2 qui procède de la même manière, l'OPSI 2 du 14 mars 2011 qui procède de la même manière en instituant des peines planchers en matière de violence aggravée. Ça va ? Petit 2, l'influence soumise à consécration législative. Petit 2, l'influence soumise à consécration législative. Ici, vous allez nous expliquer que les solutions jurisprudentielles pour être pleinement effectives sur l'ensemble du territoire, doivent être consacrées par le législateur. C'est là la conséquence immédiate du principe d'autorité relative de la chose jugée. C'est là la conséquence immédiate du principe d'autorité relative de la chose jugée, hein, qui vient nous dire que la chose jugée n'a autorité que dans l'affaire en cause. Cela est vrai, cela se retrouve, premier point, s'agissant des jurisprudences nationales. Cela se retrouve d'abord, premier point, s'agissant des jurisprudences nationales. Hein, pour acquérir valeur normative sur l'ensemble du territoire, les jurisprudences nationales doivent être consacrées par le législateur. À défaut, elles peuvent être remises en cause par toute juridiction à tout moment. Et d'ailleurs, il arrive que le législateur intervienne, dans le seul but de mettre un terme, à une jurisprudence qu'il n'estime pas souhaitable. On a eu un exemple de cela avec la loi du 12 mai 2009, qui vient condamner la pratique de la double convocation, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité,
alors même que de jurisprudence constante, la chambre criminelle prohibait. Ah, pardon, non, je me suis trompée. C'est le législateur qui autorise la pratique de la double convocation en matière de CRPC. Législateur qui autorise la pratique de la double convocation en matière de CRPC, alors même que la chambre criminelle de jurisprudence constante prohibait le recours à une telle pratique. Ça va ? Bien évidemment, une fois que la loi du 12 mai 2009 autorisant expressément cette pratique est entrée en vigueur, les juridictions répressives ont plié et désormais la double convocation est devenue une pratique courante en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ça va ? Bien. C'est vrai également, deuxième point, s'agissant des jurisprudences européennes. Deuxième point, jurisprudence européenne. Expliquez-nous ici la chose suivante. Expliquez-nous que jusqu'aux arrêts rendus par l'Assemblée plénière du 15 avril 2011, jusqu'aux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 15 avril 2011, dont il est encore difficile d'évaluer la portée, les jurisprudences dégagées par la Cour européenne des droits de l'homme ne devenaient effectives en droit français, et c'est peut-être encore le cas, ne devenaient effectives en droit français qu'à la condition d'être consacrées par le législateur. À défaut d'intervention législative, aucune autorité juridique directe, n'était attachée aux jurisprudences développées par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce qu'on a pu voir de manière éclatante avec le conflit entre le secret de l'instruction, d'une part, et la protection du secret des sources des journalistes, d'autre part. Cour européenne des droits de l'homme, 7 juin 2007. Cour européenne des droits de l'homme, 7 juin 2007, affaire Dupuis contre France. Voilà la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France sur le fondement de l'article 10 de la Convention liberté d'expression, pour avoir fait prévaloir le secret de l'instruction sur le secret des sources des journalistes. À la suite de cette condamnation, et malgré cette condamnation, la Cour de cassation, chambre criminelle, refuse par de nombreux arrêts remarqués, et notamment par un arrêt du 12 juin 2007, de se plier aux exigences européennes, et elle continue de faire prévaloir le secret de l'instruction sur le secret des sources des journalistes, en validant la condamnation de journalistes du chef de recel de violation du secret de l'instruction. En validant la condamnation de journalistes du chef de recel de violation du secret de l'instruction. Il faut attendre une loi du 4 janvier 2010 consacrée à la protection du secret des sources des journalistes pour que le législateur rende effective la solution européenne
en imposant, en cas de conflit entre le secret de l'instruction et le secret des sources des journalistes, en imposant de faire prévaloir le secret des sources des journalistes. Voyez, donc là, on a besoin, on le voit bien, d'une médiation législative pour que la posture européenne soit dotée d'une véritable autorité juridique. Ça va? Alors, vous allez me dire, depuis on a eu les arrêts du 15 avril 2011, certes, mais ces arrêts du 15 avril 2011 n'ont pour le moment pas été réitérés, d'accord, en dehors de la thématique de la garde à vue. Hein? Donc, peut-être, sûrement même, ces solutions sont-elles toujours de droit positif. Ça va? Il faut bien penser à nuancer quand même l'apport de l'Assemblée plénière du 15 avril 2011, parce que comme on n'a pas eu d'écho depuis, dire quand même que ça a été assez différent. Non, sur le fond, très sincèrement, là on le fait pour jouer le jeu de la dissertation et de l'argumentation. Hein, mais très honnêtement, vous avez quand même 4 arrêts de principe de l'Assemblée plénière. Vous savez, à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, ils sont quand même alphabétisés d'une façon générale. Hein. Quand ils vous posent 4 principes rédigés en termes généraux, c'est qu'ils ont voulu poser 4 principes rédigés en termes généraux. Hein, c'est pas pour limiter à la question de la garde à vue. Ça va? Grand 2. Grand 2, l'influence nouvellement avérée de la jurisprudence en droit pénal. Grand 2, l'influence nouvellement avérée de la jurisprudence en droit pénal. Et là, je vous annonce juste les titres et puis je vous laisse tranquille pour ce matin. On va partir sur un grand A que l'on va consacrer à l'influence subie. Et un grand B qu'on consacrera ensuite à l'influence recherchée. Ça va? Bon, ben je vous souhaite bon courage pour la fin de journée. Vous avez Christophe ou Franck, vous, cet après-midi? Franck. Bon courage quand même. Moi, en fait, je suis à l'université, j'ai tout commencé à faire une petite demande à droit pénal pour moi-même. J'ai commencé à leur dire toute cette année. Oui. Et donc, c'est vrai que je me suis